de TV Liberté, nous allons faire aujourd'hui, Maxime et moi, un zoom sur les séries télévisées. Alors, deux séries principalement, trois en fait. La célèbre série anglaise Downton Abbey, Plus belle la vie, la série française toujours en d'actualité, tous les soirs sur FR3, et Baron Noir à Canal+. Exactement. Alors peut-être On peut peut-être commencer par celle qui est terminée. Celle qui est terminée, mais que l'on peut trouver en DVD. Évidemment. Et qui vous fera passer de fort agréables moments. De fort agréables moments, parce qu'en effet, c'est très signifiant. C'est très prenant. Alors, ça se passe en Angleterre. Ça se passe en Angleterre. L'idée générale de la série, c'est de suivre en parallèle, dans une grande propriété aristocratique, la famille des propriétaires et la famille et le monde des domestiques. Donc ça, c'est un procédé qui a déjà été utilisé par le même réalisateur qui est Julian Fellowes, qui a fait un film que je vous recommande d'ailleurs, qui est Gosford Park, qui s'appelle en français Meurtre à Gosford Park, qui se passe pendant un week-end de chasse dans une grande propriété où on suit en parallèle les deux mondes. C'est un angle fréquent chez les Anglais. C'est quelque chose qui est extrêmement à la mode. Ils ont fait traiter dans un très beau film cette vie d'un majordome. Absolument. Et d'ailleurs, quand vous visitez la plupart des propriétés aujourd'hui du National Trust, qui est la structure anglaise qui gère beaucoup de monuments historiques, vous avez énormément d'accent qui est mis sur les pièces de service, par exemple la cuisine, les salles de bain, etc. Et très souvent, on vous met dans la peau du majordome, de la cuisinière, etc. Oui, vous ne rêvez pas plus uniquement d'être voilà, l'idée, c'est de la comtesse. Peut-être pour que les gens s'approprient plus facilement aussi la chose, c'est de les mettre dans une position qui sont plus facilement à même de comprendre, et du coup, dans les coulisses. Voilà. Et donc, dans Downton, on commence. Donc Downton est le nom de cette maison. On commence au lendemain du jour où le Titanic coule, et en fait, on suit la vie donc de ce comte de Grantham qui a pour famille sa femme américaine, ses trois filles, sa mère qui est donc la comtesse douairière, qui est pour moi le personnage qui porte la série, qui est jouée par Maggie Smith, qui est pleine d'humour et de fantaisie et de savoir-vivre et d'incarnation de cette Angleterre victorienne déjà finissante. Et le problème, c'est que, bien entendu, comme la famille fonctionne avec le droit de l'entaille, c'est-à-dire que le titre et le domaine se transmettent par ordre de primogéniture, le comte n'ayant que des filles, c'est donc le cousin éloigné qui doit hériter de tout et qui devait épouser sa fille aînée. Or, il est mort sur le Titanic et doit débarquer un cousin que personne n'a jamais vu, qui pour eux est le dernier des mendiants, qui est en fait avocat dans une ville de province, mais donc plus middle class que aristocratie, et c'est lui qui va débarquer à Downton, prendre le relais, et donc se trame toute une histoire autour de l'acceptation de cet héritier, de l'amour éventuel qui pourrait se tramer entre lui et une des filles du comte, et donc évidemment pendant 6 saisons se déroule la vie de ce domaine qui s'étend donc de grosso modo 1912 à 1935, avec les histoires heureuses et moins heureuses de la série, qui a pour moi 2 points forts. D'abord des décors formidables, puisque le décor, c'est une propriété qui s'appelle Highclere, qui est à peu près 1 heure à l'ouest de Londres en voiture. Donc c'est vraiment tourné à Highclere, dans les salons de Highclere, c'est dans le Hampshire, qui est une propriété très jolie, qui est d'ailleurs grâce à ça un des endroits les plus touristiques d'Angleterre, oui, puisque cette série est celle qui marche le mieux en Angleterre depuis au moins 30 ans, c'est-à-dire depuis Chapeau melon et bottes de cuir, quasiment, et la série anglaise qui marche le mieux dans le monde, quasiment de tous les temps. Quel est le sens de cette série? Alors, ce qui est intéressant exactement, ma chère Anne, c'est de s'intéresser au sens de cette série qui passe un certain nombre de messages subliminaux. Alors, le message qu'on pourrait voir en filigrane, le premier message, c'est celui, d'ailleurs certains personnages l'évoquent, de l'affrontement entre cette élite sociale et le monde des domestiques, qui est quand même un monde très dur. Hein, on voit la série commence d'ailleurs avec cette jeune fille qui à 5 h du matin se lève pour faire les cheminées, ce qui est quand même pas le monde le plus charmant qui soit. Et puis il y a souvent la question politique, notamment du socialisme, hein, qui débarque en Angleterre et qui est présent. Il ne faut pas se leurrer. On est quand même dans un monde idyllique, d'une famille qui vit quasiment à la campagne toute l'année, où tout va bien, où il n'y a jamais tellement de vrais problèmes très graves, en tout cas ils sont toujours très vite surmontés, et puis tout le monde s'aime.
à l'exception d'un ou deux personnages, mais qui finalement vont finir par s'assagir. C'est-à-dire que ce sont des familles qui se perpétuent dans le même château, et les dynasties de domestiques se perpétuent aussi. Voilà. Donc, mais tout va bien, et c'est à mon avis ce qui cloche un petit peu dans la série, c'est que le comte est quelqu'un d'extrêmement gentil. Oui. Vous lui dites ma fille se fait violer, il dit oh ben ça va s'arranger, on est ruiné, bon ça va s'arranger, oui. Mon chien est mort, ça va s'arranger, c'est la guerre, ça va s'arranger, enfin bref, tout va toujours s'arranger. C'est assez formidable. Et finalement, je trouve que la série pêche un peu sur cet aspect politique, c'est-à-dire qu'on voit un contexte politique, mais on est toujours dans une espèce de tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais il y a aussi une société sur le déclin. Évidemment, c'est une famille qui est quand même sur le déclin. Sur le déclin, et la peinture de cette société insiste tout de même sur le fait que chacun a un rôle et est à un poste. Ça, c'est très intéressant. Chacun a sa place. Mais petit à petit, les places s'estompent, justement. Oui. Et la distance entre les places s'estompe. Mais elle s'estompe ici dans quelque chose d'hyper positif, d'hyper apprécié, accepté, tout le monde s'aime. Enfin, il y a quand même un gros méli-mélo de gros sentiments qui peut être un tout petit peu lassant. Pour moi, c'est vraiment une série qui est portée par le personnage de Maggie Smith, qui est donc la grand-mère, qui a un humour grinçant. Par exemple, dans le premier épisode, il y a ce jeune avocat donc, qui est l'héritier du titre et qui vient et qui explique qu'il va continuer à travailler, mais qu'il viendra quand même le week-end. Alors, il explique ça pendant un dîner et la grand-mère dit What is a weekend? Qu'est-ce que c'est qu'un week-end? Voilà, donc tout ça est bourré de phrases de ce type-là. Il y en a 3 ou 4 comme ça par épisode, où il y a notamment... par exemple, une des filles du comte qui dit à sa grand-mère, c'est une des phrases qui m'a toujours amusé, mais grand-mère, elle parle de ses amis, je vais me fâcher avec elle, ou je ne l'aime pas, ça ne peut pas être une de mes amies, et la grand-mère lui répond, mais moi-même j'ai plein d'amis que je n'aime pas, ou je suis une femme, je peux être aussi contrariée que je le souhaite, enfin, ce genre de choses. Mais il y a tout de même des... outre le fait que d'autres séries anglaises sont absolument terrifiantes, comme celle dont je vais parler tout à l'heure en France, qui sont une accumulation de catastrophes, de faits dramatiques, de choses extrêmement sanglantes. Donc nous sommes dans un monde à part, là nous sommes chez des gens bien élevés, et il y a tout de même quelques réflexions très jolies du genre de celle de Lord Grantham à propos de son domaine, qui dit je suis un gardien, pas un propriétaire. Oui, c'est quand même très joli. Il y a quand même une célébration de la vie aristocratique. Voilà. Des règles, voilà. Oui, mais enfin c'est tout de même sont tout de même exposées les règles de vie dans cette société pour que la vie y soit possible et pour qu'elle soit durable. Absolument. C'est tout à fait intéressant. Enfin, c'est une série qui a eu un impact très significatif sur la société anglaise, puisque par exemple cette question de l'entaille, qui est le fait que le domaine soit hérité par les mâles avec le titre, et donc qui déshérite un certain nombre de filles, a aujourd'hui été plus ou moins remis en cause par le Parlement britannique, justement à cause de l'effet Downton, parce que les gens veulent que ce soit Marie qui hérite pour de vrai. Donc ça a un impact qui est très 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 significatif, et c'est une série qui, à mon avis, on peut mettre en dialogue avec une série française des années 70 que peut-être nos téléspectateurs connaissent, qui était Au plaisir de Dieu, qui est une série en 6 épisodes, extrêmement bien faite et bien jouée, tirée du roman éponyme de Jean d'Ormesson, mais qui finit mal. Puisque Au plaisir de Dieu, c'est l'histoire d'une famille française, de la grande aristocratie qui finalement est détruite après la Seconde Guerre mondiale. Alors que là, il demeure. Il demeure, on s'arrête dans les années 30, alors il est vrai qu'on ne va pas au-delà de la Seconde Guerre, mais on voit un élément de permanence et finalement de perspective heureuse en Angleterre qu'on ne voyait pas en France. Et puis je pense que la façon dont c'est tourné, c'est-à-dire c'est tourné comme un show télévisé d'aujourd'hui, donc c'est à la fois une grande fresque avec des grands décors, mais à chaque épisode il y a la petite histoire, la petite trame, tel domestique tombe amoureux de tel autre, ou tel autre se refait sa coupe de cheveux, ou bien etc. Ça grouille de vie. Ça grouille de vie. On suit toute une galaxie de personnages qui sont finalement assez attachants et auxquels on a envie de ressembler, ou qu'on a envie d'aimer. Et puis ça se passe sur un territoire
espoir qui est toujours celui du petit village. Hein, donc on est dans ce petit village avec son instituteur, son curé, son marchand, etc., etc. C'est un monde rassurant, un monde un peu parfait. Hein, c'est presque un monde de bisounours, qui est évidemment très éloigné du monde d'aujourd'hui. Je pense non, que c'est pas un monde de bisounours, c'est le monde ancien d'avant la guerre de 14. C'est le monde d'avant la guerre. Et je pense que c'est ce qui explique en grande partie le succès de cette série, qui est quand même pas prévu. Hein. Ils s'attendaient à ce que ce soit une série à succès, mais pas un tel succès. Et d'ailleurs, ils ont été débordés, parce qu'on sent que le scénario, à partir de la saison 3, patine un peu. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que le système monarchique perdure. Le système perdure. En Angleterre, et tant qu'il y a la reine... à l'époque, le roi. Le roi et la reine, eh bien, une certaine Angleterre va demeurer. Ces châteaux seront toujours habités, et des gens seront toujours là pour faire marcher le château. D'ailleurs, vous savez que Highclere, qui était un château abandonné par la famille, hein, qui ne l'habitait plus, grâce aux revenus de cette série, a réussi à restaurer une partie du château et à le réhabiter. Réhabiter, ça c'est fantastique. Ce qui est quand même une histoire formidable. C'est, à mon avis, une série qu'il faut vraiment voir, qu'on peut acheter en DVD, surtout les premières saisons. Voilà. Ensuite, et nous allons évoquer maintenant un autre feuilleton qui est beaucoup plus prolétaire. Nous sommes à Marseille, nous sommes en France. C'est donc tous les soirs sur FR3, et je le regarde de façon irrégulière, mais je fais des sondages, et à chaque fois je suis sidérée des messages. Alors ça s'appelle. Il faut dire quand même que ça s'appelle Plus belle la vie, et ça a une incidence majeure sur les Français, hein, puisque c'est la série la plus regardée en France. Alors oui, il faut quand même dire que donc c'est plusieurs familles dans ce quartier merveilleux du Panier. Nous sommes autour d'un hôtel avec donc les habitants de l'hôtel et les propriétaires de l'hôtel, des professeurs, notamment de mathématiques, et des médecins. Et des familles, des médecins et puis des policiers. Il y a tout un. Nous sommes dans un hôtel de police du quartier. Et nous voyons comment vivent donc ces policiers, hommes et femmes. Alors, et c'est un chef-d'œuvre de bien-pensance. On assiste non seulement à ça, mais c'est un pensum de morale. Alors, je parlerai de façon pédante, défense et illustration de, mais en fait je vais dire, eh bien c'est l'adultère mode d'emploi, l'euthanasie mode d'emploi, le viol mode d'emploi, vol à l'étalage mode d'emploi, meurtre mode comment tuer en direct, athéisme, comment envoyer la religion dans les fossés. Il faut savoir s'affranchir des déterminismes religieux. Comment détourne-t-on des mineurs et quels sont les arguments pour détourner des mineurs? Enfin, l'une des scènes aussi, il y a trois mois, c'était l'inceste, puisque deux adolescents s'aimaient, et sans savoir qu'ils étaient demi-frères et sœurs. Évidemment. Alors, on est quand même effrayé, parce qu'on voit donc toutes ces scènes de la vie de tous les jours, bon, très bien, avec tous ces aléas. C'est donc ces familles normales, puisque chacun de nos téléspectateurs vit chaque année dans sa famille des cas de viol, d'inceste, de cambriolage et de tentatives de meurtre. C'est comme les feux de l'amour. Maxime, là, on vous justifie. Évidemment. Là, il y a une brave femme de ménage qui fait le ménage dans l'hôtel. Elle a une vie assez pourrie. Son mari est au chômage, n'arrive pas à retrouver de travail. Son fils vient de voler à l'étalage. On a appris comment voler à l'étalage, comment détourner l'attention du chef de rayon pour pouvoir partir avec les objets. Enfin, c'est quand même hallucinant. Stupéfiant. À 8h30. À 8h30. Et on a eu une démonstration, une justification du fait que cette femme de ménage va tomber dans les bras du plombier qui vient travailler là et qui est en effet un homme seul, charmant, et qu'elle doit y trouver consolation. Et là, la patronne de l'hôtel lui dit « mais profitez du moment présent ». Donc,
Donc ça fait des... Qui est donc la figure tutélaire d'autorité. Ça peut faire des ravages dans chacune des maisons. Et c'est donc la pauvre femme qui a du mal à supporter son quotidien pas très marrant, elle se dit, va se dire, mais puisque la télévision me dit, puisque la télévision me le dit, alors ça va très loin, puisque nous avons eu des scènes d'euthanasie à l'hôpital, et le pour et le contre, des débats à l'infini. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont... Et comme par hasard, ils ont bien fait. Les arguments pour l'euthanasie sont très très bons. Et ceux qui sont contre sont bons. Beaucoup moins bons. Et les autres, voilà. En fait, pour moi, cette série est tout à fait pernicieuse, parce qu'en réalité, c'est pas une série. En réalité, c'est un élément du discours dominant qui permet de faire entrer dans les mœurs un certain nombre de vérités pour arracher les gens à leur bien-pensance ou à leur déterminisme. À leur tradition stupide. À leur tradition stupide dont ils n'ont pas encore été capables de s'affranchir. Il y a notamment le couple homosexuel. Donc il y a 2 ans, on les a vus, 2 ou 3 ans, on les a vus s'embrasser à 8h30 à pleine bouche. On n'était pas encore habitués à ce moment-là. Et ils ont adopté, bien sûr, des enfants. Et il est arrivé une fratrie, un garçon et une fille, métis, qui ont bien sûr des problèmes de vie, qui sont pas très heureux. Ça y est, maintenant ça va beaucoup mieux, ils sont heureux. Alléluia. Mais on est étonnant. Et alors le dernier gag, c'est le débat sur l'athéisme. Alors là, c'est fantastique. C'est le débat au ras des pâquerettes. Avec une insolence et une moquerie qui est insupportable, mais insupportable. Oui. Et le tout est bien sûr financé par le service public, c'est-à-dire par tout le monde. Donc c'est là qu'on voit qu'il s'agit bien d'un matraquage de cerveau, puisque c'est l'État qui lui-même décide d'actionner ces leviers pour convaincre les masses. Et alors le dernier, absolument, et le dernier scandale, c'est le viol en direct. Alors on a cette petite prof de maths qui est très très allumeuse, il faut bien le dire, qui se fait draguer avec bonheur par un allumeur, un bon don Juan. Alors on a des scènes torrides dans les salles de classe. Mais au 6e épisode, elle dit non, parce qu'elle a mal à la tête, mais lui n'entend pas et il la viole. Charmant. Et alors, ce qui a beaucoup gêné la production, c'est qu'il y a eu sur le site de Plus belle la vie et sur les réseaux sociaux des réflexions du genre « elle l'a bien cherché ». Alors, scandale des femmes, et donc on est dans une situation... Et puis j'avais oublié toute une partie de la population marseillaise, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais en tout cas les mafieux, les repentis, ceux qui arrivent à s'en sortir, ceux qui replongent, et leur comportement grave. Voilà, donc on a ça tous les soirs. Portrait d'une vie ordinaire, je suis persuadé on a ça tous les soirs. Nos téléspectateurs vivent ça tous les jours. Alors, on peut le regarder, mais à condition de bien montrer le côté offensif, oppressif, Alors, il faut préciser que contrairement à didactique. Downton, dont on parlait juste avant, c'est mal joué. C'est sans humour et ça traduit quand même une réalité sociale et culturelle où autant vous dire qu'on n'a pas 2 ou 3 épisodes sur la façon dont on peut vendre le tableau du XVIe siècle qui est dans le grand salon depuis que l'ancêtre l'a ramené. C'est sûr. Alors, autre chose que je voulais signaler, c'était la laideur des actrices. Les actrices sont vraiment ce qu'il y a de plus commun, voire vulgaire. laid, vulgaire, quelquefois, mais laid. Seuls les personnages mauvais, c'est-à-dire foncièrement mauvais, qui font le mal tranquillos, sont beaux, sont belles. C'est quand même... Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas cherché. Bon, voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur ce Plus belle la vie qui, j'avoue, me fatigue un peu parce que je suis effarée. Et surtout, on a du mal à voir en quoi le titre s'approche de la réalité. Pour terminer en beauté, une autre dernière série qui, est intéressante, Baron Noir. Vient de sortir. Elle vient de sortir et sur Canal+. Sur Canal+, avouez que c'est quand même très audacieux. Qui aurait cru qu'ici à TV Liberté on parlerait de Canal+ en bien. C'était
peu vu, peu espéré. Alors Baron Noir, c'est quoi? Donc c'est une série politique, qui est la version française de House of Cards. House of Cards, c'est une série américaine où on suit le parcours d'un type qui est un parlementaire et qui est prêt à tout, à tout, à toutes les compromissions, au meurtre, etc., pour réussir à devenir président des États-Unis. Voilà. Et il y arrive, bien entendu. Baron Noir, ça se passe pendant une élection présidentielle. On est en fin d'élection. On a donc un candidat socialiste qui gagne l'élection et on suit un de ses bras droits qui se trouve être député du nord de la France et aussi président de la fédération départementale, etc. Et suite à une affaire de magouille, dès le premier épisode, on voit qu'en fait, on détournait l'argent des logements sociaux pour servir la fédération et qu'on en profitait pour allègrement. Tout ça est dire noir sur blanc, et justifié d'ailleurs par ces hommes qui jouent des élus socialistes et qui disent oui mais on donne les appartements gratuitement et puis on récupère du fric en liquide et on dit que c'est les gens qui payent leur loyer en liquide, comme ça on loge les mal logés qui sont en fait nos amis politiques qui ont besoin d'un logement bien entendu et ça fait des électeurs. Voilà. Et donc évidemment ce type-là va être plus ou moins lâché par le président de la République. Mais il va réussir par ses magouilles successives, d'une part à se faire réélire député. Donc on voit parfaitement le jeu des manœuvres politiques, aussi bien au niveau institutionnel, président, le parti, l'Assemblée nationale, que sur le terrain, où des hommes sont prêts à toutes les compromissions au nom du bien et du parti, où on n'hésite pas à... Il n'y a pas de bien en dehors du parti. Non, on n'hésite pas à voler de l'argent, en le justifiant, à jouer sur les magouilles des établissements publics, à jouer sur la tricherie aux élections, à jouer sur le copinage, à jouer sur... on a même un moment où le type justifie qu'on aille récupérer les tracts de l'autre candidat dans les boîtes aux lettres en pillant les boîtes aux lettres. Et il le dit, et on le voit. Et c'est quand alors? Alors moi je le regarde sur Internet, chacun peut trouver comme il l'entend, assez facilement. C'est une série qui est vraiment un brûlot contre le monde politique français et sa réalité cachée, et en particulier un brûlot contre le Parti socialiste dans le nord de la France, dont on voit les vraies dérives qui sont montrées dans toute leur naturel, dans toute leur, je vais dire leur cruauté, mais leur, avec transparence. C'est vraiment bien joué et plein de sens. Merci beaucoup Maxime. Je vais regarder. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir ce matin Jean-Luc Génère. Bonjour Jean-Luc Génère. Bonjour. Pour un très beau livre qui s'appelle « Pour en finir avec le christianisme ». Nous avons choisi ce livre pour ce temps de Pâques parce qu'il nous a semblé extrêmement utile pour tout un chacun, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Puisque en fait vous vous adressez à ces deux groupes, je dirais. Alors, je vous présente, s'il en est besoin encore, vous êtes le directeur fondateur du Beau Théâtre du Nord-Ouest, qui offre des centaines de pièces de théâtre extraordinaires et notamment la résurrection de notre patrimoine littéraire. J'ai nommé Racine, Corneille, Giraudoux, tous les grands de notre monde. Vous avez aussi une activité d'écrivain. Vous en êtes à combien de livres, Jean-Luc Génère? Moi, j'ai écrit 70 pièces à peu près. 70 pièces. Oui, et des essais. Oui, des essais sur le théâtre, sur le christianisme. Et des essais sur le théâtre et sur le christianisme. Oui. Et alors? Et sur la langue française, parce que mon dernier livre, c'était un pamphlet contre l'anglais. Et un pamphlet pour en finir justement sur la langue de Shakespeare. Absolument. Alors, toujours c'est le même éditeur? Chez Atlante, oui. C'est un très bon éditeur. C'est un très bon éditeur, nous allons le célébrer. Alors, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi est-ce que vous avez voulu
témoigné, et donc pas depuis aujourd'hui, depuis longtemps déjà, témoigné pour ce christianisme qui domine notre monde occidental et qui est si attaqué, Oui. comme depuis l'origine des temps. En fait. Oui, qui domine ou qui dominait. C'est malheureusement le problème. La chance de travailler dans le théâtre, c'est que je travaille quasiment qu'avec des athées. Donc les chrétiens sont extrêmement minoritaires et principalement dans les cercles artistiques et au théâtre. Donc pour moi c'était important de pouvoir expliquer ce que c'est que le christianisme, parce qu'on est passé de l'attaque, avant on attaquait le christianisme, maintenant à l'ignorance, ce qui est beaucoup plus grave, parce qu'avant on était attaqué, donc voilà. Tandis que maintenant on ignore, ils ne savent plus. Et comme il y a un retour du religieux et un retour du spirituel, malheureusement par des biais, par l'islam et par le bouddhisme, qui sont les deux grandes, voilà, le christianisme disparaît. Donc je m'étais dit que c'était absolument essentiel d'expliquer ce que c'était que le christianisme et qu'est-ce que c'était que la spécificité du christianisme. Parce que même les chrétiens eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que le christianisme. Ils croient que Jésus-Christ est un homme supérieur, ils font de l'arianisme sans le savoir. C'est pathétique, alors que le christianisme repose sur l'incarnation du Christ, et puis il y a un certain nombre de choses qui pour le commun des mortels est incompréhensible. La Trinité, c'est incompréhensible. Que vous nous la faites comprendre très voilà, bien. J'essaye d'être le plus clair possible pour voilà, tous ces mystères du christianisme qui paraissent d'être des folies pour... comme dit saint Paul, eh bien j'ai essayé d'être le plus clair pour... Voilà, pour percer ces mystères-là et puis montrer que c'est une religion qui est essentielle et absolument nécessaire à notre vie d'homme. Alors, c'est un livre qui touchera chacun parce que c'est un livre extrêmement clair, extrêmement vivant. Alors, vous l'avez appelé de façon amusante, pour en finir avec le christianisme, point d'interrogation. Oui. Ben c'est le titre de la collection, c'est toujours pour en finir. Pour en finir, bon. D'accord. Et il y a un point d'interrogation pour rassurer les gens, parce qu'évidemment c'est un livre pour. Quand j'ai écrit pour en finir avec la langue de Shakespeare, c'est pas un livre pour. Là c'est un livre pour. Mais c'est important aujourd'hui on a besoin de christianisme. On a besoin, parce que le christianisme c'est la religion de l'accord entre l'avoir et l'être. Donc, et c'est ça qui est... Ça explique tout, ça fait comprendre tout. Par exemple, moi je fais du théâtre. Le théâtre c'est l'éphémère. Ça part quel est le relais, on va dire, un livre, ça dure, une pièce de théâtre, ça meurt au même moment. Bon. Vous dites aussi que le théâtre, c'est un instant de l'éternité. Exactement, voilà. L'éphémère est un instant de l'éternité. Exactement. C'est magnifique comme définition. Ben, c'est exactement ça, et le christianisme le fait comprendre, voilà, parce que le relais se fait en Dieu. Et le Christ s'est incarné, a pris notre corps, notre être d'homme. Donc la relativité est comprise par l'absolu. Voilà, c'est ça le christianisme. C'est l'essence même du christianisme. Et à ce moment-là, le travail de l'homme a sens. Sinon, le travail de l'homme n'a pas sens. Ou alors, on est comme dans l'islam, où ils font un déplacement de matérialisme. C'est assez drôle. Parce que alors, le côté intéressé, voilà, alors on va le remettre dans la vie éternelle. Avec les 100 000 vierges, je ne sais trop quoi, tout ça est grotesque. Ils croient qu'il va y avoir une abondance dans une vie future. On déplace le matérialisme dans l'islam, c'est assez drôle comme... nous, c'est autre chose. Nous, c'est autre chose. Alors, parce que le sens est sur cette terre. Aussi. Le sens est sur cette terre. Ah, mais on a un appétit de vivre quand on a fini votre livre. On comprend pourquoi on est sur Terre et pourquoi le désespoir nous est interdit. Et pourquoi... Alors, vous expliquez quand même que Voltaire plus la modernité sont quand même des sacrés décapants pour notre sacré catholique. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, il faut être interrogé. On ne peut pas, il faut toujours penser au-delà, jamais en deçà. Et c'est très important d'avoir des gens qui attaquent, qui vous remettent en question, voilà, et ça permet de répondre dans les hauteurs et non pas en dessous.
Voilà, et quelqu'un comme Voltaire est évidemment fondamental. Tous ces gens qui ont interrogé, qui ont obligé les chrétiens à répondre dans les hauteurs, nous sont nécessaires. Lequel Voltaire, je viens de lire un texte relatant sa mort, a réclamé l'assistance d'un prêtre au moment de mourir. Bien sûr, de toute façon, on est toujours rattrapé par Dieu. On est toujours rattrapé par Dieu. Mais la modernité aussi est un sacré décapant. Bien sûr. Comment? Mais parce que la modernité, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est le christianisme. À partir du moment où Dieu intervient dans l'histoire, il donne sens à l'histoire. Et la modernité, les modernités qui se succèdent, et cette modernité-là, elle fait partie de l'histoire. Donc elle est essentielle. Voilà, on ne peut pas cracher sur la modernité. Pas plus qu'il faut cracher sur le passé, voilà, et ni sur le futur. Ça fait partie du projet de Dieu. On est dans cette histoire d'homme qui a été couronné par l'incarnation, qui est arrivé à un moment précis de l'histoire. C'est une date, exactement comme le lieu église. Les catholiques croient à la présence réelle dans l'Eucharistie, mais ils croient aussi à la présence réelle dans le lieu Église. Et pourquoi plus dans le lieu Église qu'ici pourquoi? Parce que là encore, c'est la géographie, c'est le lieu de l'homme. Et quand Jésus-Christ s'incarne, il s'incarne non seulement dans une histoire, mais aussi dans une géographie, dans un lieu, en l'occurrence Israël. Voilà. Puis après, on diffuse à partir de là, quoi. On part de l'Église et puis on diffuse vers le monde. Là, c'est pareil pour l'histoire. Alors, vous nous dites bien que beaucoup on croit très facilement au progrès, aux ondes, au voyage dans la Lune, mais que le mystère du miracle, alors là, c'est le refus total. Ça m'a toujours amusé, ça. Ils ont peur du miracle. Alors tout est fait pour... on est dans une espèce de réalisme qui gagne tout. Mais le miracle... On ne le comprend pas, donc ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Donc tout d'un coup, on remet en question un certain nombre de choses. Et quand on lit attentivement la Bible, on s'aperçoit que les miracles de Jésus, vous voyez jamais un bras qui repousse. Hein. Le miracle, il se fait à l'intérieur d'un possible humain, et non pas d'un impossible. Bon, c'est ça. Et puis dans la science, vous auriez interrogé il y a 300 ans sur la télévision, les gens, ils n'auraient même pas les ondes radio, ça n'existait pas. Et demain, qu'est-ce qui va arriver? Ça se trouve, on va pouvoir même sans se parler, se comprendre. Tout est possible. C'est pas. Et moi, je crois qu'en plus, on est à l'aube de l'humanité. Je crois que vraiment nous sommes des bébés par rapport à l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on est vraiment tout petit, quoi, tout jeune. Et ça va se développer. Par exemple, la science-fiction nous montre tout le temps des extraterrestres, des trucs comme ça. Mais la chose qui serait la plus extraordinaire, c'est si on était les seuls sur nous. Voilà. Nous sommes au début de quelque chose. Et ça serait encore plus fou. Encore plus extraordinaire si on était seul que de voir des aliens quelconques comme la science-fiction ou les films américains nous en nourrissent. Alors il y a une question que je voulais vous poser dès le départ, et la voici. C'est la première fois que je vous entends parler de votre père. Et qui était Jean-Baptiste Génère? Mon père était écrivain, il était journaliste, il a écrit une dizaine de livres, et surtout c'était un homme exceptionnel. Donc j'ai eu la chance d'avoir un père exceptionnel. C'était un homme d'une qualité rare, quoi. Et il était chrétien? Oui. Enfin, j'ai pas été tellement éduqué dans... Non. Non. C'est pas dans votre famille que vous avez... Non. Enfin, j'étais baptisé, mais enfin, il n'y avait pas de pratique spécifique. Non, j'ai fait des... En fait, j'ai longtemps vécu avec une jeune femme qui était bouddhiste, et ça m'a interrogé. Elle me disait que j'inventais ma religion, donc c'est pour ça que j'ai fait des études de théologie à Cato. D'accord. Et il a écrit ce livre qui vous tient à cœur, La Barbe ou Un homme selon mon cœur. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Papa a été prisonnier
il a été prisonnier avec Malraux d'ailleurs. Ils ont dormi dans le même lit, avec Gallimard, ils ont été... et il y avait ce prêtre qui était là, et ils avaient fait sa connaissance parce qu'une nuit, dans le camp de prisonniers, il y a des copains qui ont réveillé papa en disant il y a un salopard qui est en train de voler la nourriture des prisonniers. Il faudrait faire quelque chose pour l'empêcher. Donc il se lève au milieu de la nuit et puis il regarde et il voit effectivement un type qui se lève. Et ce gars-là, en fait, il ne volait pas, il partageait en cachette sa petite part pour les gens qui n'avaient rien à manger. Alors mon père a voulu rencontrer, puis ils se sont devenus amis. Et cet homme, qui est prêtre, a été tué par les Allemands. Très vite. Très vite après. Très vite, oui. Donc, et papa a écrit ce livre, enfin, le portrait d'un saint. Quoi. Oui, le portrait d'un saint. Il dit j'ai rencontré un saint. Oui. C'est quand même assez. Alors, vous insistez beaucoup sur la liberté. Mm-hmm. Notre religion est le contraire de l'obligation et du dogme obligatoire. Le christianisme est la religion de la liberté. C'est-à-dire que c'est miraculeux de comprendre que par le Christ, tout se transforme. Par le Christ, l'homme est libre. La liberté de l'homme est acceptée par Dieu. Donc voilà, et ça explique tout, ça explique le retirement. Dieu est présent, mais il regarde, il n'intervient pas dans l'histoire. À partir du moment où il y a le Saint-Esprit qui est encore présent, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'intervention. L'homme est libre. Ça, c'est, voilà, on n'est pas... Dans l'islam, par exemple, si je fais ça, c'était écrit que j'allais faire ça, quoi. Oui, tout est écrit. Voilà, tout est écrit, donc la liberté, on se demande pourquoi, quel est l'intérêt. Alors que cette liberté humaine, qui était acceptée par Dieu, de l'homme, fait que Dieu va être surpris par ce qu'on va pouvoir faire de cette liberté, en bien et malheureusement en mal. Hein. Mais ça explique aussi... parce qu'il y a des gens qui disent moi j'ai perdu la foi parce que ma petite fille de 3 ans a été écrasée par une voiture ou violée par... Bah, oui, mais ça c'est le prix à payer de cette liberté. Quoi. C'est le cœur même de la... Et on ne comprend le christianisme qu'à partir de ça. C'est un prix cher à payer, mais cette liberté est précieuse. Quoi. Et ça, c'est Vous nous rappelez aussi que toute société qui nie le péché, la faute, devient une société totalitaire. Bien sûr. Et on le voit très bien, puisque une société totalitaire, une société soviétique, tout le monde doit être parfait, tout le monde doit obéir à des règles. On arrive à un hygiénisme. Regardez, Marisol Touraine, là, je lisais ça l'autre jour, j'en étais stupéfait. Elle veut interdire aux moins de 18 ans tous les films dans lesquels on fumerait. Ouais. Alors vous vous rendez compte, on se demande à quoi ils peuvent penser. Je dis que c'est un truc de socialisme, enfin vraiment. À quoi ils peuvent penser? Alors à ce moment-là, en revanche, les viols, les assassinats, les mensonges, les gourmandises, tous les péchés, là c'est très bien. La chose abominable, c'est de fumer. Alors, moi je fume pas en plus, donc vraiment. Mais on se demande vraiment à quoi ils pensent, quoi. Alors si on doit à moins de 18 ans interdire, alors je vous dis, il faudra interdire, il n'y aura plus de cinéma, ça n'existerait même plus. Bien sûr. L'hygiénisme qui est devenu la limitation de vitesse sur les machins, les trucs, enfin c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est grave. Alors, vous balayez, parce que ce sont des petits chapitres courts, mais extrêmement pédagogiques. L'Église et la richesse, l'Église et la sexualité, Dieu et la souffrance. La richesse du Vatican, cette espèce d'antienne. Antienne, oui, le Vatican est riche. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais c'est important. C'est l'attaque mais oui, parce que, primale. Parce que je vous dis, le christianisme, c'est l'accord entre l'avoir et l'être. Oui. Et ça serait terrible si l'Église n'était plus que l'être. Et donc c'est de l'humilité, cette richesse. Cette richesse, c'est l'acceptation de l'avoir. Voilà. Oui, et puis voilà. C'est aussi, par la beauté, le chant de la gloire de Dieu. Parce que, bien sûr, exactement. Et puis ils n'entendent que la pauvreté, mais la pauvreté est une chose magnifique, mais la richesse est aussi une chose magnifique. Simplement, c'est que le problème, c'est la richesse de l'âme, la richesse de l'argent,
la richesse de l'intelligence, la richesse de la beauté, la richesse, c'est toutes ces richesses-là. Et le problème du riche, c'est un devoir. Après, de donner. Voilà, de donner. Oui. Il faut des riches pour qu'ils donnent. Oui, le problème, c'est, voilà. Alors vous rappelez seulement aux riches qu'ils doivent donner. Voilà, c'est tout, et pas seulement pour être exempté voilà, d'impôts. Exactement. On ne doit pas supprimer les riches, on doit simplement leur rappeler leurs devoirs. Mais on le sait très bien. Si je suis intelligent et cultivé, je dois partager, je dois offrir, je dois écrire, je dois donner. Voilà. Si j'ai de l'argent, voilà, chacun donne ce qu'il a. Oui. Je ne dirais pas que vous êtes très riche, Jean-Luc Jenner, mais vous donnez beaucoup. Moi, j'espère. Alors, la conclusion est très très belle. Si je suis chrétien, c'est parce que, et c'est une antienne, oui, comme un chant que vous donnez, qui est vraiment très très beau. Si je suis chrétien, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a entre l'être humain et le Créateur une alliance nouvelle qui englobe l'humanité entière et la déité entière. Si je suis chrétien, c'est parce que le monde et la vie me sont accordés et que ce monde et cette vie ne sont pas illusions, mais réalité, et que je me dois chaque jour d'en faire une œuvre d'art. Si je suis chrétien, c'est parce que j'aime les hommes, mes frères, et que je les aime et que je les juge à l'aune de ce que je suis, pauvre pécheur, pauvre créature humaine. Enfin, et si je suis chrétien, c'est parce que le christianisme nous parle aujourd'hui, et vous dites que le christianisme nous parle encore plus aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il y a une vraie remise en question. On est vraiment attaqué, je veux dire, au sens, mais cette fois-ci attaqué dans l'essence même, quoi. Et qu'il y a des vrais dangers. L'islam est un vrai danger. On croit que parce que je vais dénoncer l'islam, je suis islamophobe. Je ne suis pas du tout islamophobe. J'adore, j'ai plein d'amis. C'est pas la question. Plein d'amis musulmans, bien évidemment. Oui. C'est pas un problème individuel. Simplement, c'est que il y a dans l'essence même de l'islam, à la base même de l'islam, quelque chose comme dirait de Hamlet, de pourri, quoi. Au départ, donc, qui est le message de Mahomet, les erreurs de l'écriture même de Mahomet. À partir du moment où on croit que le Coran est incréé, c'est hyper dangereux. La Bible a été écrite par des hommes. Les évangélistes sont des individus qui ont écrit quelque chose sur cet homme qui était Jésus. Mais c'est pas incréé, c'est pas Dieu qui a dicté. Donc si on arrive là-dedans, ça devient hyper dangereux. Dans le christianisme, les témoins de Jéhovah sont très dangereux à cause de ça. Eh bien, dans l'islam, cette religion est dangereuse à cause de ça. Voilà, c'est tout. Et c'est pas une attaque contre les musulmans. C'est l'islam qui est bon. Et c'est pareil pour le bouddhisme sur lequel je parle, parce que l'immanence en arrive que s'il n'y a plus de transcendance, il n'y a pas de rapport entre le Père et donc le Créateur et la créature. Bon, Dieu est partout, donc où est le sens, quoi. Et vous, j'aime bien aussi quand vous dites le péché d'Adam, avoir voulu être Dieu, c'est une morale d'esclave, prendre la place du maître. Ah oui, bien sûr. J'ai jamais vu de réponse aussi redoutable à celui qui veut en effet être calife à la place du calife et Dieu à la place de Dieu. Bah oui, l'absolu est un vrai danger. Et on le voit très bien partout, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui est dans une quête d'absolu, on est sûr que ça va donner des catastrophes. Oui. Et le christianisme, c'est le relatif. C'est le relatif. C'est vraiment l'acceptation du relatif. L'acceptation des limites de l'homme. Voilà. C'est le cœur même. Et cette religion nous rappelle ça. C'est pour ça qu'elle est absolument essentielle aujourd'hui. De nous rappeler ça. Jean-Luc Jenner, merci beaucoup. Donc ce très joli petit livre qui se lit, qui se dévore, pour en finir avec le christianisme aux éditions Atlante. Et puis il faut remercier l'éditeur d'avoir titré en reprenant une typographie tout à fait naturelle, ancienne, qui fait très bien, qui est un élément de beauté. Vous terminez sur l'espérance, donc c'est ce qui est. Absolument. C'est l'essence même, là encore. Absolument, puisque l'espérance, c'est très important dans votre livre. Vous citez aussi Jean d'Ormesson. D'un côté, la certitude de l'absurde,
de l'autre, la chance du mystère. Exactement. C'est une très belle citation. Ça, c'est de Dormesson. C'est du Dormesson, mais merci de nous l'avoir donné. Merci beaucoup, Jean-Luc Génère. Ben, merci. Et très heureuse Pâques à vous tous, chers téléspectateurs de TV Liberté. À très bientôt pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons invité deux combattants. J'ai nommé Claire et Fabrice Divizio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus dans les studios de TV Liberté pour nous expliquer ce que vous faites de merveilleux pour conduire les visiteurs, les touristes dans un lieu sacré et lui expliquer des choses qu'il ignore et que même en prenant les petits audioguides, il ne peut pas avoir. Alors, comment est-ce que vous êtes venu, comment vous est venue cette idée? Vous avez créé un site qui s'appelle Come and Follow Me, un site de Viens et suis-moi en français, un site un guide des visites spirituelles. Comment, vous êtes vous-même avocat, vous êtes professeur et journaliste. Vous avez beaucoup voyagé avec vos enfants. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que cette idée est venue? En réalité, c'est d'abord une réponse à un appel. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, Oui. on a ressenti cet appel à aller vivre à Rome. Ça a été pour nous une vraie difficulté, en ce que on ne savait pas pourquoi on y allait. On nous a pris pour des fous. On nous a pris pour des fous parce Très qu'on a clairement. déménagé, on est parti. Avec votre famille, vous avez Avec ma famille, on est 3 parti, enfants. 3 enfants, oui. Et arrivé sur place, quelques mois plus tard, c'est imposé à nous comme une évidence que l'évangélisation, que le renouveau, si je puis dire, passerait par une réappropriation du patrimoine religieux. On a été littéralement subjugués, fascinés de la beauté en fait des églises romaines en particulier, de Bien ce sûr. baroque romain, Bien sûr. de ces grands artistes, Borromini, Le Bernin, tous ces gens qui ont fondé vraiment l'histoire de l'Église. Et l'un dans l'autre, nous avions décidé de bâtir des visites à destination de nos enfants d'abord, sous forme ludique, C'est ça. avec les personnages qui intervenaient, qui racontaient vraiment la façon dont eux étaient intervenus dans ces lieux. Oui, parce que c'est difficile, notamment à Saint-Pierre-de-Rome, quand on a fait une queue de 1h30, 2 heures, Oui. qu'on est un enfant, qu'on a 10 ans, Oui. s'intéresser après à ce qu'on voit, Oui, non. alors qu'il y a plein de touristes qui sont massés autour Oui, de vous oui. et qui visitent ça comme un musée. Oui, c'est- et puis c'est une avalanche d'impressions, Voilà. Exactement. c'est une avalanche d'or, de formes, et en effet, il faut un guide. Il faut un guide, mais alors du coup, effectivement, on en a ensuite parlé, nous on a présenté ce qu'on a fait aux fraternités monastiques de Jérusalem, où étaient scolarisés nos enfants, Oui. à l'époque à la Trinité des Monts à Rome. Oui. Et là, ça a été une révélation qui nous a beaucoup surpris, où le supérieur nous a dit, écoutez, alors à partir de maintenant, vous allez arrêter d'écrire pour vous, mais vous allez vraiment porter Ce projet. et on va le porter avec vous. Et ensuite, les frères de Saint-Jean l'ont porté avec nous. On est même demeuré surpris, en quelque sorte, par l'ampleur du projet. Oui, vous avez rencontré des membres du clergé qui avaient ce souci, lui aussi. Profond avec... je me souviendrai toujours de cette phrase du supérieur des fraternités monastiques qui disait « Eh bien voilà, nous avons transformé nos églises en musées, il ne faut pas s'étonner dès lors qu'elles soient vides. Bien sûr. Il faut se réapproprier l'art pour ce qu'il est, le chemin de rencontre avec le Christ. Je suis demeuré vraiment, je suis resté fasciné par cette phrase. L'art comme chemin de rencontre avec le Christ. C'est pour ça qu'il a été fait. C'est pour ça qu'il a été conçu. C'était un art missionnaire. C'était un art missionnaire, c'est un art qui finalement sûr. était un art profond. Paradoxalement, moi ce qui m'a fasciné à Rome, c'est que c'est un art empreint d'humilité profonde. C'est une réponse maladroite de l'homme
à l'amour infini de Dieu. L'homme a donné ce qu'il avait de meilleur et qui est bien pauvre finalement. Quand on voit les tortures de Borromini, certes qui était un artiste reconnu, mais quand on voit le souci du Bernin, quand on voit ce souci de ces artistes, effectivement, ces tourments de Michel-Ange, il y a vraiment cette dimension à un moment de répondre à cet amour profond qui habite l'homme au plus profond de ce qu'il est. Et moi, c'est d'abord ça qui nous a fascinés. C'est de dire, toute église, je pense à Saint Jean du Latran en particulier, Saint Jean du Latran, qui, quand on remonte toute l'histoire des chrétiens pendant la persécution, donc avant l'édit de Milan, on voit qu'il n'y avait pas d'église. Combien est-ce qu'il y a une première église? À un moment donné, un jour, une première église est sortie. La mère des églises, cette église mère. Mère et tête de toutes les églises. C'est fascinant. C'est fascinant parce que de constater, c'est le sens qu'on voulait donner à tout ça, notamment pour les enfants et les ados, c'est de leur dire, mais attendez, on sort jamais d'une église comme on y est entré. C'est une rencontre. Cette présence du Dieu vivant, cette présence amoureuse de Dieu qui nous y attend depuis toute éternité, c'est une demeure. Arrêtez d'en faire des musées. Cet art, arrêtez de disserter sur la question de savoir si le baroque est trop chargé ou pas. Oui, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question, elle est juste celle de, à un moment, à une époque de l'histoire, des hommes, avec leur sensibilité artistique, intellectuelle, ont choisi de nous mener vers le Christ. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça nous dit? Parce que finalement, qu'ils aient fait ça, c'est très bien. Mais si ça ne nous touche pas à nous, si ça ne nous dit pas à nous quelque chose... Il faut expliquer aux jeunes et aux moins jeunes pourquoi dans une église il règne quelque chose de particulier. Il règne quelque chose de particulier. Alors, il y avait aussi tout un travail à faire dans la mesure où l'art, très religieux finalement, l'art européen est d'origine religieuse, d'origine catholique. Cet art est absolument plus expliqué. Oui. Non, ça, c'est certain. Et pour cause, une école républicaine, c'est-à-dire anti-catholique, ne peut pas offrir à ses élèves toutes ces vies de saints, tous ces... Pardonnez-moi, mais on parle effectivement de la République et on a raison, mais posons-nous la question de savoir ce que fait l'Église. Objectivement. Comment, moi, objectivement et honnêtement, je demeure stupéfait de constater que l'audioguide de Saint Jean du Latran est un audioguide culturel et uniquement, sans que jamais il n'y ait cette invitation à entrer dans les mystères de la foi. Dans cette mystagogie presque. Je suis, moi, stupéfait de constater que l'Église a un trésor entre les mains, ce trésor du Dieu vivant, et que finalement elle ne le propose, à mon sens, pas suffisamment aux fidèles. C'est quelque chose qui pour nous est blessant, profondément blessant, parce que nous avons au travers de ces visites, ces 2 ans de notre vie quand même, et c'est pas fini, puisque précisément on a fait Notre-Dame de Paris qui va sortir, on va faire le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, bien sûr, mais à chaque fois, je pense à Notre-Dame de Paris, raconter l'histoire de France au travers de Notre-Dame. Bien sûr. Raconter ce lien d'amour entre Notre-Dame et la France. Bien sûr. Mais je suis moi surpris, blessé en tant que catholique, en tant que converti, blessé de ce que finalement le clergé ne se soucie pas suffisamment de faire de nos églises le lieu de la rencontre. Quelle blessure de constater que nos églises sont transformées parfois en salles de concert ou que sais-je. C'est une vraie blessure. Parce que là, vraiment, et c'est ce qu'on explique aux enfants en particulier, dans nos visites enfants, il y a les différents personnages qui parlent. Je pense à Notre-Dame, Louis XIII, Louis XIV. Vous avez effectivement Maurice de Sully. Et puis vous avez Jésus lui-même, à un moment qui vient accueillir l'enfant et le mener à la chapelle d'adoration. Aucune de nos visites, absolument aucune, ne peut se passer de la chapelle d'adoration. Et avec cette idée qu'on évoquait, à un moment donné dans la visite je crois que c'est à Saint-Pierre, où on dit, ce n'est pas une visite à un lieu, c'est une visite à quelqu'un. Vous visitez un ami qui vous attend. Et je crois que c'est vraiment important de le rappeler, au sens où, après,
On a voulu faire 3 types de visites, des visites enfants, des visites jeunes. Enfants, ados, Grands ados, disons, lycéens en fait, lycéens, étudiants, et puis adultes. Dans la version adulte, vous avez vraiment l'art qui est décomposé avec des auteurs, vous avez vraiment une explication de l'art et qui introduit vraiment également au mystère de la foi. Dans la visite enfant, c'est une visite vraiment profondément et revendiquée comme étant de catéchèse. Clairement catéchétique. Voilà, on va expliquer ce que c'est que l'Église mère. L'Église mère et enseignante, qu'est-ce que ça veut dire? Parler des colonnades du Bernin comme l'Église mère. Et c'est le Bernin qui va l'expliquer lui-même, qui va expliquer tout son processus, combien il priait chaque jour, combien, voilà, il fallait qu'il montre que l'Église était mère et comment il y est arrivé par la prière. Et puis les visites ados, c'est ce que c'est les frères de Saint-Jean, je crois, qui ont cette expression, qui disent, enfin à Rome, qui appellent ça les visites grandes questions, où en fait on se sert de ce qu'on voit pour interroger ce qu'on est. Parce que c'est la deuxième dimension, pour moi cet art, il est intemporel. Il ne faut pas le figer, il ne faut pas en faire un sujet d'étude, il faut en faire un lieu de rencontre, un sujet de rencontre. Oui, c'est sûr. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre présentation de la Pietà au Vatican. Et vous le décrivez, vous la décrivez magnifiquement, cette Pietà, comme vous montrez d'abord son visage plein de paix, alors qu'elle reçoit son fils mort. Vous décrivez ses genoux qui ont accueilli la vie et qui maintenant reçoivent la mort. C'est vrai que j'avais jamais lu ni entendu une description de la Pietà dans ces termes. C'est toujours artistique et ça n'est pas... allons plus loin, cette Pietà, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Pensons aux chrétiens d'Orient un instant. Oui. Pensons aux chrétiens d'Orient, c'est à cette horreur, toutes les mères du monde. Toutes les mères qui ont perdu leur enfant. Parce que nos visites, il faut être complètement transparent aussi sur ce point. Nos visites, elles sont une prière. Elles sont une prière pour ces enfants vraiment qu'on assassine dans le cadre de l'avortement. Alors c'est pas une prise de position politique. Moi je suis pas, on ne fait pas de la politique. Moi la vie est la vie. Point. Et qu'il y a à un moment donné une vérité profonde de l'être. C'est les chrétiens d'Orient, c'est ces chrétiens que l'on moque. C'est vraiment cette prière du Christ en croix, cette prière du Christ mort. Je pense à la Pietà, effectivement. C'est la douleur des mères, mais c'est en même temps cette douleur lumineuse, cette douleur qui est déjà annoncée, j'ai envie de dire, la douleur qui annonce déjà le matin de la résurrection. Et dans nos vies, combien c'est important en ce moment? Combien est-ce que finalement passer devant la Pietà en faisant juste un sujet d'étude est quelque chose de terrible pour moi? Elle doit rejoindre, la Vierge Marie est celle qui rejoint l'homme dans ce qu'il est, l'homme d'aujourd'hui. Alors, je sais que vous présentez, dans le Vatican, le travail est immense. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi en particulier? Parce qu'il y avait de quoi rester... On a fait un choix qui est un choix, c'est ce que j'explique en fait au début de la visite, en disant on va passer par la douleur de la mort, la Pietà, on va aller à la résurrection, la chapelle d'adoration, et puis l'ascension, avec les tombeaux de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II et Jean XXIII. Dans la crypte? Ils ne sont pas dans la crypte. Pas dans la crypte. Non, ils sont dans la basilique elle-même maintenant. Ils sont montés? Oui, ils sont montés. Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII sont montés. Parce que quand je suis allée il y a 7-8 ans, non, maintenant, ils sont montés. Était sous... Non, c'est vraiment un parcours en fait. On a choisi de faire un parcours. Et vous les emmenez aussi au tombeau de Saint-Pierre? Et on les emmène au tombeau de Saint-Pierre, qui est le point culminant, en fait, en disant que la visite réelle, c'est là qu'elle se situe. Que, en fait, la réponse... Puisque c'est là, c'est sur ce tombeau qu'a été installé l'hôtel principal et le baldaquin. Bien sûr. Et le baldaquin, effectivement, on a toute une pédagogie du baldaquin. Et avec cette idée d'insister lourdement sur le fait que l'art que nous voyons est une réponse maladroite de l'homme à l'amour de Dieu, mais que la réponse véritable, elle est là, elle est au tombeau de Pierre, que la réponse véritable, elle est dans le martyre de Pierre et dans le martyre de chacun de nous, dans ce témoignage d'amour en réponse à un amour qui nous précède. C'est ça, en fait, la grande dimension. Il y a vraiment, pour nous, l'essentiel de ces visites est vraiment de dire, laissez-vous aimer, en fait.
Laissez-vous aimer au travers de ces visites. Allez à la rencontre de ce Dieu vivant qui peut changer votre vie. De grâce, entrez dans l'Église, mais sortez-en. On le dit d'ailleurs dans Saint-Pierre, on dit si dans cette Église, si vous acceptez le défi d'y entrer pèlerin, vous en ressortirez saint. Je crois que c'est vraiment ça le but de ces visites. Elle est de participer à la sanctification de l'homme qui touche la sainteté de Dieu, en fait. Et vos enfants, comment réagissent-ils à cet enseignement que vous leur avez déjà donné? Ils sont les testeurs privilégiés. Oui, j'imagine. Ouais. Alors, ils réagissent comment? Très différemment. Notre fils aîné qui a 13 ans les écoute tous les soirs, les visites. Il se passe un passage à chaque fois parce qu'on s'est découpé. Donc il a, tous les soirs, il a un petit bout de soit Saint-Jean-du-Latran, soit Saint-Pierre de Rome, soit Notre-Dame, enfin. Le Colisée. Voilà. Et les deux filles qui ont 10 et 11 ans attendent la sortie en MP3, et effectivement, parce qu'on fait d'abord un premier test avec les MP3 sur les lieux. Oui. Et ils ont des réflexions vraiment intéressantes. Et on a changé des choses grâce à eux, dans les visites. Ah oui, parce que en fait, vous répondez à leurs questions. Oui. Ça vous permet de répondre à leurs questions. Et puis ils nous disent, voilà, mais là, ce que tu as dit, j'ai pas compris. Puis là, c'est peut-être un peu trop long. C'est trop long, c'est trop court. Enfin, oui, voilà. Et on adapte avec. C'est une collaboration, donc. Exactement. Oui, vous avez fait ça à 5. En famille. Oui, on a fait ça en famille. C'est vraiment un projet familial. Alors, c'est le moment de voir comment, techniquement, on peut emporter vos guides. Alors, on va sur un site internet qui va être ouvert à la Semaine Sainte. Pendant la Semaine Sainte. Donc, CFM, Spiritual Visit. Et CFM, c'est Come and Follow Me. Alors, pourquoi en anglais ? Pourquoi en anglais? Parce que la raison est simple. Nous allons continuer l'aventure. En fait, nous travaillons en Europe et aux États-Unis. En fait, nous allons effectivement continuer l'aventure aux États-Unis au travers de la grande basilique mariale de Washington, de cathédrale Saint-Patrick à New York. Et en fait, aujourd'hui, nous avons voulu, il y a beaucoup d'Américains qui viennent à Paris, énormément. Les États-Unis, depuis la nouvelle évangélisation, ont un vrai, depuis la génération Benoît XVI, en fait, il y a un vrai désir de spiritualité, et qui n'est pas comblé, pour le coup. En France, on le comble plus ou moins. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Pour bien connaître, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il fallait un site qui soit un site anglophone pour attirer des populations étrangères. D'accord. Mais c'est vrai que vous m'avez instruite, je ne savais pas qu'il y avait l'Immaculée Conception à Washington, était un grand centre. Grand sanctuaire de l'Immaculée Conception. Alors, plusieurs façons, on peut avoir, il faut mettre une application sur son... En fait, les visites seront disponibles sur l'Apple Store. Sur l'Apple Store. Donc si vous avez pas un Apple, ça marche pas. Si, effectivement, ce sera également sur Android, sur donc, tablette également. On se met cette application, visite spirituelle. Visite spirituelle, et donc on va avec son téléphone partout. C'est absolument fantastique. Et alors on a l'application, parce qu'en fait, il faut quand même que je dise quelque chose rapidement sur les DAC. Des Amores Cantores qui nous ont cédé leurs droits gratuitement. Alors, les téléspectateurs connaissent les Dei Amoris parce que nous avons reçu Tanguy Dionys du Séjour. Et donc, mais c'est vrai que c'est un grand bonheur d'entendre votre voix et l'illustration musicale avec ce groupe extraordinaire. Et donc voilà, c'est vraiment, ils ont porté le projet avec nous et avec les photos également qui ont été prises. Et pour les familles qui n'auraient pas, notamment je pense aux enfants qui n'auraient pas de téléphone portable, en fait, on a fait une version MP3 qui est disponible également. Donc vraiment, bravo Claire et Fabrice Dividio pour ce travail immense. Et alors il me vient l'espoir que vous traitiez ensuite, après, il vous faut aller dans toutes les autres villes italiennes, Assise, Lucques, Florence. Il vous faut aller en Europe centrale, il vous faut aller à Prague, il vous faut aller à Cracovie, à Varsovie. Les enfants sont enchantés. Ils nous disent mais c'est très bien, on sait où aller en vacances. Voilà, parce qu'il y a des merveilles là aussi, et que
ces villes sont absolument, ces églises sont absolument somptueuses et très brillantes. Vous avez raison. Bien, merci beaucoup Claire et Fabrice Divizio. Donc je redis, CFM Spiritual Visit ou Come and Follow Me, on peut taper les deux choses. Et donc vous pouvez aussi enregistrer en MP3 avant de partir. Oui. Et donc Rome arrive donc la Semaine Sainte. Rome et Notre-Dame. Et Notre-Dame de Paris aussi. Ah, c'est fantastique, la Semaine Sainte. Saint-Pierre et Notre-Dame arrivent la Semaine Sainte, et le reste des basiliques romaines arrivera avant l'été, puisqu'elles sont prêtes, elles sont juste prêtes à être enregistrées. Et le Colisée. Merci beaucoup à tous les deux pour cette très très belle œuvre. Cette très belle œuvre à la fois artistique et d'évangélisation par l'art sacré. Merci beaucoup à tous deux. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre séquence de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Dans cette rubrique du patrimoine, nous avons convié Francis Bergeron parce que il s'occupe d'une œuvre patrimoniale, d'une œuvre de défense du patrimoine, la défense d'un institut d'archives qu'avait créé Emmanuel Ratier. Bonjour Francis Bergeron. Bonjour. Vous êtes venu, les téléspectateurs vous connaissent, vous êtes venu présenter votre biographie de Hergé. Oui, quelques mois, oui. Il y a quelques mois. Je rappelle les autres parce que pour les auditeurs qui n'étaient pas à l'écran ce jour-là, vous avez écrit 7 biographies chez Pardès, dans un petit format extrêmement intéressant qu'on peut mettre dans sa poche, c'est bien agréable. Donc Hergé, Béraud, Maurice Bardèche, Saint-Loup, Daudet, Léon, et donc le prochain à venir, Léon de Grelle. Exact, oui. Et puis vous avez une autre deuxième casquette, c'est celle de l'auteur comblé d'une grande série de romans pour la jeunesse qui sont vraiment très beaux. C'est le clan des Bourg-de-Soule. Bord-de-Soule. Et vous en êtes à quel numéro ? Il en a été publié 32 dans la série. Et donc 32. J'ai un contrat pour 40, donc j'en ai encore 8 à écrire. Et alors, présentez-nous quand même ces livres, parce que ils font un tel bien et aux enfants et aux adultes. Parce que moi, j'en ai lu. Quand tu étais petite ? Non, quand j'étais grande déjà. Je ne vous connaissais pas encore, Francis. Donc je les lis depuis que je suis grande. Mais bon, j'ai gardé une âme d'enfant, vous savez, quand je lis. Les romans sont extrêmement bons, infiniment plus intelligents que le Club des 5. Parce que le Club des 5, c'est 5 petits gamins qui vadrouillent, qui font des bêtises. 4. Ou 4. 4 et un chien. 4 et un chien, pardon. Mais je crois même que j'en ai lu à peine, enfin j'en ai lu il y a des années. Alors que votre série à vous, c'est une série intelligente dans laquelle on apprend des choses. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors, on sort un petit peu de l'Institut. Du thème que je vais aborder ce matin. Je vais tout de même en parler. C'est avec plaisir que je peux dire quelques mots de la série du clan des Bords-de-Soule. Ce sont des livres qui s'adressent à des enfants de 8 à 12 ans. Oui. Au départ, on trouve un schéma qui ressemble beaucoup au Club des 5, c'est-à-dire des cousins qui vont vivre des aventures policières, chaque aventure policière étant indépendante l'une de l'autre. La différence avec le Club des 5, c'est que... C'est français ? C'est français, et chaque aventure se passe dans un lieu particulier. Ça peut être sur la façade atlantique, sur l'île de Ré, dans le Berry, en Vendée, en Bretagne. À Menton, à Brive, enfin, dans des villes françaises. Et à chaque fois, vous extrayez la substantifique moelle culturelle de ce pays. Disons que l'aventure tourne autour d'un thème
qui est en référence à une histoire locale, une légende, un fait divers local. Voilà, c'est très enraciné. C'est une sorte de club des 5 très enraciné. Vous avez donné le nom, le mot, c'est enraciné. Et encore une fois, je crois qu'avec la série Lieutenant X, qui est pour un petit peu plus tard, c'est les 2 séries pour jeunes qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Chers amis, et Lieutenant X est aussi refait aux éditions du Triomphe. Nous avons le même éditeur, enfin, Vladimir Volkov, de Lieutenant X, et Francis Bergeron. Qui a publié 40 livres de la série Lieutenant X, et réédité effectivement aux éditions du Triomphe. Et le Clan des Bordes-Soul est édité aux éditions du Triomphe. Voilà. Alors maintenant, nous évoquons la mémoire d'Emmanuel Ratier, qui était un homme d'une activité extraordinaire et qui, 2 ans avant de nous quitter, avait conçu ce centre d'archives, reprenant une idée que vous aviez eue vous-même, Francis Bergeron, il y a des années. Pouvez-vous nous présenter ce centre d'archives? Oui, il y a une douzaine d'années, j'avais créé un institut d'histoire des identités nationales et régionales. Et l'objectif de cet institut, c'était de conserver la mémoire de notre famille politique, spirituelle, intellectuelle. Et le premier fonds de cet institut était constitué de mes propres collections, collections de journaux, bibliothèques, parce que je partais de l'idée que ce ne seraient pas mes enfants, ni mes neveux, ni mes petits-enfants qui risquaient d'être attirés par ce travail d'archivage. Et je dirais même que dans les générations les plus jeunes, le livre, le document, la collection sont souvent ressentis comme un obstacle à la mobilité géographique, à la mobilité professionnelle. Et pourtant, nous devons conserver la mémoire de ces documents, de ces combats, de ces réflexions intellectuelles. Et donc, j'avais créé ce petit institut. L'idée intéressait Emmanuel Ratier, et quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, Emmanuel a repris cette idée et a constitué un centre d'archives qui était basé sur ses propres archives. Alors Emmanuel avait des archives beaucoup plus importantes, beaucoup plus considérables que les miennes. Il avait notamment récupéré une partie des archives de Henri Coston, qui était déjà un archiviste notoire, je dirais, un archiviste fou. Et à partir de là, il a acquis des locaux avec Éric Delcroix et puis un petit groupe de personnes intéressées par ce thème, par ce projet, donc 6 personnes dont je fais partie, et dont vous faites partie d'ailleurs, je crois. Absolument. Moi aussi, j'ai la passion des archives. J'ai un mal de chien acheté. Et à partir de là, donc, des locaux ont été achetés, qui représentent 900 mètres carrés d'archivage possible. Ces locaux ont été aménagés, et les collections d'Emmanuel Ratier, plus une partie des miennes, plus d'autres collections, ont commencé à converger vers ces locaux. Aujourd'hui, nous avons donc 900 mètres carrés qui sont pratiquement pleins, avec des étagères et des bibliothèques très importantes qui permettent aux chercheurs d'avoir accès à une documentation exceptionnelle. Vous avez dit un mot sur le fait que je suis en train de terminer une biographie de Léon Degrelle. Oui. J'avais un bon fonds documentaire sur Léon Degrelle, une 40aine d'ouvrages à peu près, et des documents. Mais dans les archives d'Emmanuel Ratier... Vous avez trouvé d'autres trésors. De ce qui ne s'appelait pas encore l'Institut Emmanuel Ratier, j'ai découvert à peu près 200 livres et documents importants sur cette période, sur le rexisme et sur Léon Degrelle. Donc on a là un fonds documentaire qui aujourd'hui est certainement le premier en France sur le nationalisme français, l'identité française, les mouvements, partis, journaux et hommes politiques et intellectuels de la mouvance
de la droite et du nationalisme français. Alors, malheureusement, vous le savez, le 19 août dernier, Emmanuel Ratier nous a quittés alors que son projet venait juste de prendre corps. Oui. Et il s'agit maintenant de poursuivre son œuvre. De reprendre le flambeau. Sur ce plan-là, oui. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour expliquer que ce projet continue. Il a été présenté par Éric Delcroix lors de la cérémonie à la mémoire d'Emmanuel Ratier. Et nous avons donc fixé un certain nombre d'objectifs, enfin, d'axes de travail à l'équipe qui s'occupe du centre d'archivage. D'abord, nous l'avons appelé Institut Emmanuel Ratier. Donc nous l'avons débaptisé et rebaptisé Institut Emmanuel Ratier. Nous avons fixé donc un certain nombre d'objectifs qui sont la constitution d'un comité de parrainage significatif pour garantir aux personnes intéressées par ce projet l'orientation de ce projet et la qualité scientifique, je dirais, et historique de ce projet. Ensuite, nous avons besoin de créer des procédures pour l'accès aux archives et pour organiser ces accès. Nous devons prévoir un système certainement plus organisé et plus sélectif que ne le faisait Emmanuel au départ, de collecte des archives à partir des nombreuses propositions de dépôt que nous recevons et qui ne sont pas encore traitées. Nous devons concentrer je dirais, nos réceptions d'archives sur des documents, notamment tout ce qui est archives de mouvements, de journaux, de revues, privilégier ces archives-là, mais ne pas nous intéresser à des archives qui sortent d'un domaine assez ciblé. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une collection de Paris Match, oui, voilà. C'est pas la peine qu'il vous la propose, oui. Parce que c'est pas assez je dirais que pointu, c'est pas assez. Et puis on peut les consulter maintenant sur Internet, oui. On peut avoir accès à tous ces documents. Oui, oui. Donc effectivement, c'est un très bon exemple. Paris Match, Le Monde, et même Valeurs Actuelles ou Spectacle du Monde. Même Spectacle du Monde. On a déjà une collection complète de Spectacle du Monde. Donc il faut que nous soyons le réceptacle de la mémoire des partis, mouvements, journaux, revues et hommes politiques et intellectuels de notre famille de pensée. De pensée, très très bien. Et alors, en quoi est-ce que les téléspectateurs de TV Liberté peuvent aider cet institut, Francis ? Alors, il y a d'abord la nécessité de faire connaître l'existence de cet institut. La faire connaître pour, tout simplement pour la faire vivre. Oui. Pour qu'un institut de cette nature puisse vivre, il faut qu'il y ait des dons, il faut qu'il y ait des adhésions, il faut qu'il y ait un mouvement d'intérêt pour ceux qui soit ont envie de consulter ces archives, d'y avoir accès, soit sont préoccupés par le maintien de la mémoire de cette famille de pensée. Mais en même temps, on ne peut pas, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas ouvrir grand les portes de l'Institut et indiquer que on n'est pas associé à une faculté, à une université, à un organisme de cette nature. Donc nous devons à la fois, avec l'aide des personnes que cela intéresse, nous devons à la fois ouvrir cet institut aux chercheurs, aux étudiants, à tous ceux que ça intéresse, mais en même temps, nous devons le faire avec soin, avec... parcimonie et bon escient. En tout cas, à bon escient. Donc ça, c'est une première forme d'aide, c'est tout simplement nous aider financièrement et nous aider à communiquer sur cet institut. Faire savoir. Ensuite, il faut nous aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'archives ou de collections importantes qui disparaissent chez le brocanteur du coin. Qui soient mises même sur le trottoir. Sur le trottoir ou à la benne. C'est arrivé dans le passé. Ouais. Nous avons eu parfois des gens qui étaient des grands témoins de l'histoire des droites sous la Troisième République, par exemple, qui, à leur disparition, leurs archives de partis de mouvements d'avant-guerre, par exemple, ont disparu et, en général, ont été brûlées, jetées, le plus souvent par
désintérêt, négligence, par besoin d'avoir de la place ou par besoin de vendre l'appartement ou la maison au plus vite. Qui était occupée par la personne en question. Donc ça, c'est tout à fait intolérable et il est vraiment important qu'on sauve ces archives. Donc il faut nous les signaler et il faut sauvegarder ces documents. Alors après, il y a l'idée aussi qu'un institut de cette nature peut fonctionner et peut vivre si nous avons des rentrées d'argent modestes, parce que ça ne demande pas des gros budgets, mais constants quand même, parce qu'il faut quand même entretenir un très gros bâtiment, il faut le mettre hors, qu'il soit constamment hors eau, chauffé au moins au minimum, éclairé, accessible, avec un confort permettant à des chercheurs de travailler. Donc il faut un fonds de roulement, et pour assurer ce fonds de roulement, il nous semble qu'il y a un moyen assez simple qui est de vendre les doubles. Donc Emmanuel Ratier avait l'idée, avec sa librairie, évidemment, de vendre les doubles au profit de cet institut, qui ne s'appelait pas Institut Emmanuel Ratier, évidemment. Et donc, il faut que nous mettions au point un système qui fasse que cette œuvre s'autofinance à travers la vente des doubles. Donc, il nous faut des gens pour vendre, il nous faut des gens pour classer, il nous faut des gens pour répertorier. Donc, si les téléspectateurs n'ont pas ce genre d'archives extrêmement pointues, ils ont peut-être des livres précieux à donner à la librairie d'Emmanuel. Oui. Et ainsi, tout à fait. Et ainsi, ça rentre dans le cycle. Oui, il ne faut pas négliger cela. Il y a les doubles, mais il y a aussi des collections qui peuvent ne pas rentrer dans notre thème. Mais qui ont une valeur marchande. Qui ont une valeur marchande et qui peuvent permettre de faire vivre l'Institut. Merci beaucoup, Francis. Donnons cette adresse, c'est boîte postale 19 60 240 Chaumont-en-Vexin. On va le répéter et puis on va le mettre à l'antenne. Et ainsi vous serez bien prévenus. C'est quand même quelque chose de très émouvant, je trouve, que cette œuvre demeure. C'est unique. C'est unique. Il n'y a jamais eu de... C'est unique, c'est un devoir d'amitié, c'est un devoir de mémoire. Dans l'esprit d'Emmanuel, c'était beaucoup plus que ça. Dans l'esprit d'Emmanuel, c'était un devoir de mémoire, mais c'était aussi... Mais c'est un double devoir de mémoire, un devoir de mémoire à l'égard de tous ces témoins et ces acteurs de notre mouvance, et pour nous, un devoir de mémoire à l'égard du travail d'Emmanuel. Et puis c'était aussi... C'est une source de travail. L'histoire est un enjeu idéologique. Bien sûr. Cette histoire, elle est réécrite aujourd'hui, elle est réécrite souvent par des gens qui la déforment, qui l'inventent, et il est important d'avoir les sources, de pouvoir prouver quels ont été les événements, quels ont été les livres, les journaux, les mouvements, les actions. Les engagements des uns et des autres. Absolument, oui. Merci beaucoup, Francis Bergeron, d'être venu ce matin présenter cet Institut Emmanuel Ratier à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci Anne Brassier. Au revoir, Francis. Au revoir. À très vite pour une autre émission de Pal de Culture.